Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une notion du programme qui est peut-être la plus étrange de toutes, le temps. D'un côté, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus familier, non? Ça rythme nos journées, nous montre le découpe en secondes, en minutes. Mais d'un autre côté, dès qu'on essaye de vraiment se demander ce que c'est, le temps, eh bien, il nous file entre les doigts. C'est ce paradoxe qu'on va explorer. On va essayer de problématiser cette notion, de la mettre en tension avec l'aide de quelques grands philosophes. Et cette difficulté, elle n'est pas nouvelle, hein. Déjà au IVe siècle, saint Augustin disait cette phrase absolument géniale: Si personne ne me demande ce qu'est le temps, je le sais. Si on me le demande et que je veuille l'expliquer, je ne le sais plus. Tout est dit. Et regardez cette image, les célèbres montres molles de Dali. C'est exactement ça. C'est l'illustration parfaite de ce sentiment. Ces montres, qui sont censées mesurer le temps de manière froide, objective, elles se déforment, elles fondent, elles perdent toute leur rigidité. Pourquoi? Parce qu'elles se confrontent à notre expérience intérieure du temps, à notre conscience. C'est le temps objectif de l'horloge qui se plie au temps subjectif, le nôtre. Alors, pour avancer, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on doit poser une distinction. Et attention, celle-là, elle est fondamentale. C'est vraiment le point de départ de toute réflexion sur le temps et c'est un outil indispensable pour vos dissertations. Il faut comprendre que le temps n'a pas un, mais bien deux visages, deux faces complètement opposées. C'est la clé, vraiment, pour débloquer tout le problème. Bon, d'un côté, on a ce qu'on appelle le temps objectif. C'est le temps des sciences, de la physique, le temps de Newton, si vous voulez. Un temps mathématique, parfaitement régulier, qui s'écoule de la même manière pour tout le monde, partout. Imaginez un grand fleuve qui coule, toujours à la même vitesse. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a notre temps, le temps subjectif, le temps vécu. Et celui-là, il n'a rien de régulier. C'est une expérience purement psychologique, personnelle. On l'a tous vécu. 1 heure de cours un peu ennuyeux, ça peut sembler une éternité. Alors qu'une heure avec ses amis, eh bien ça passe en un clin d'œil. C'est ça que le philosophe Bergson appelle la durée. Une expérience qui s'étire, qui se rétracte, qui dépend de notre état intérieur. La question qui se pose alors, c'est cette conscience du temps, cette capacité à se souvenir du passé et à anticiper l'avenir, est-ce que c'est une chance ou est-ce que c'est une malédiction? On va commencer par explorer la première thèse, la plus pessimiste peut-être. L'idée que la conscience du temps, et plus particulièrement le poids du souvenir, serait en fait la source même de notre malheur. Et pour penser ça, Nietzsche nous propose une image très forte. Il nous dit « contemple le troupeau ». Imaginez des vaches dans un pré. Elles ne savent pas ce qu'était hier, ni ce qu'est aujourd'hui. Elles sont juste là, dans l'instant. Elles ne connaissent ni la mélancolie, ni l'ennui, ni le remords. Pour Nietzsche, c'est une sorte de bonheur, un bienheureux aveuglement que nous, les humains, nous avons perdu à jamais. Parce que voilà le problème, selon lui. L'être humain, contrairement à l'animal, est incapable d'oublier. Il est enchaîné à son passé. Nietzsche dit qu'il traîne avec lui la chaîne de tout ce qu'il a vécu. C'est comme un fardeau, un poids invisible qui l'empêche de s'ancrer dans le présent, de vivre l'instant pour ce qu'il est. Et cette idée n'est pas propre à Nietzsche. Bien avant lui, Pascal avait analysé ce même mécanisme. Pour Pascal, tout notre malheur vient de là. On n'est jamais vraiment dans le présent. Jamais. Soit on est tourné vers l'avenir, qu'on trouve trop lent à arriver, soit on ressasse le passé pour essayer de le retenir, on passe notre temps à errer dans des temps qui ne sont pas les nôtres et on fuit le seul qui existe réellement, le présent. La conclusion de Pascal est terrible, mais d'une lucidité incroyable. Ainsi, nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre. On passe sa vie à côté de la vie. Bon, d'accord, le tableau est assez sombre. Mais est-ce qu'on doit pour autant regretter de ne pas être une vache? Est-ce que cette conscience du temps, c'est seulement un fardeau? Ou est-ce que ça pourrait être, au contraire, ce qui fait notre humanité, notre grandeur? C'est le moment de passer à l'antithèse. Et si la conscience du temps n'était pas une malédiction, mais plutôt notre plus grand pouvoir, celui de créer du sens? Pour ça, revenons à Bergson et à son concept de durée. Pour Bergson, notre plus grande erreur, c'est de nous représenter notre vie intérieure comme une ligne du temps. Vous savez, avec des petits points qui seraient les instants. Ça, c'est le temps de l'horloge, le temps de l'espace. La durée, la vraie vie de la conscience, c'est tout l'inverse. Ce n'est pas une ligne de points, c'est un flux, un écoulement continu où le passé ne disparaît pas. Au contraire, il s'accumule, il gonfle le présent, il l'enrichit. Notre passé est vivant en nous, il n'est pas mort. Et cette idée va encore plus loin avec Jean-Paul Sartre. Sartre nous pose une question vertigineuse. Et si on pouvait carrément changer le sens de notre passé? Attention, pas les faits bien sûr, mais leur signification. Pour Sartre, un événement passé n'a pas de sens en lui-même. C'est notre projet, c'est-à-dire ce que nous décidons de faire aujourd'hui, qui va éclairer le passé d'une nouvelle lumière. Prenez un exemple, une crise d'adolescence terrible. Au moment M, c'est une souffrance.
Mais 10 ans plus tard, si on devient psychologue, cette crise devient la préfiguration d'une vocation. Un échec scolaire peut devenir, des années après, le déclic qui a tout changé. Vous voyez, le passé n'est pas une statue de pierre, il est malléable, on le façonne par nos choix présents. Et ce pouvoir sur le temps, on ne l'exerce pas seulement à l'échelle individuelle, mais aussi collectivement, en tant que civilisation. C'est ce que nous montre Hannah Arendt avec une distinction très éclairante. Elle nous dit de regarder les objets qui nous entourent. Il y a d'abord les produits de consommation, un sandwich par exemple. Ils sont faits pour être immédiatement détruits. Ensuite, il y a les objets d'usage, une chaise, un téléphone. Ils sont faits pour durer un certain temps, mais pour s'user. Et puis il y a une troisième catégorie, les œuvres d'art. Une statue, un tableau, une cathédrale. Leur but, ce n'est pas d'être consommées ou usées. Leur but, c'est de durer. Elles sont créées pour le monde, pour traverser les siècles. C'est notre manière, en tant qu'humanité, de construire quelque chose de stable, de permanent, qui résiste à l'érosion du temps. Voilà, on a donc nos deux grandes thèses face à face. D'un côté, le temps comme un poids, un fardeau qui nous écrase. De l'autre, le temps comme une page blanche, un espace de création de sens. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout faire avec le temps ? N'y a-t-il pas une réalité brute, objective, contre laquelle notre conscience ne peut rien ? Eh bien si, la physique nous le rappelle avec un concept très simple, la flèche du temps. Le temps, ça ne va que dans un seul sens, du passé vers le futur. C'est tout, c'est irréversible. Si vous cassez un verre, il ne va jamais se reconstituer tout seul. On ne peut pas remonter en arrière, c'est une loi fondamentale de l'univers, et notre conscience, aussi créatrice soit-elle, doit bien faire avec. Et le philosophe Jean Kelevitch a trouvé une image magnifique pour nous faire comprendre ça, l'histoire d'Ulysse. Après 20 ans de voyage, Ulysse réussit à revenir à Ithaque. Il revient à son point de départ dans l'espace. Mais est-ce qu'il revient au point de départ dans le temps ? Évidemment non. 20 ans ont passé, Ulysse n'est plus le même homme, Pénélope n'est plus la même femme. Tout a changé. Le voyageur peut revenir chez lui, mais il a vieilli entre-temps. Le retour dans l'espace, c'est possible. Le retour dans le temps, c'est une pure illusion. Alors, si on accepte cette irréversibilité, si on accepte qu'on ne peut pas remonter le temps, la question change complètement. Le but n'est plus de chercher à maîtriser le temps, c'est impossible. Le but, c'est d'apprendre à l'habiter. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas juste subir le temps qui passe ? Comment passer d'une simple existence à une vie qui a du sens ? La question n'est plus métaphysique, elle devient existentielle. Et pour ça, on peut se tourner vers les stoïciens, et notamment vers Sénèque. Il nous pose une question, à travers une métaphore très parlante. Est-ce qu'on est juste ballotté par la vie, comme un bouchon de liège sur une rivière emporté par le courant sans aucun contrôle ? Ou est-ce qu'on arrive à organiser nos journées, à donner de la valeur à chaque instant, à vivre chaque jour comme une vie entière ? Et sa conclusion est percutante. Pour celui qui est juste ballotté, qui subit le temps sans jamais le vivre vraiment, ce mec dit « il n'a pas vécu longtemps, il a existé longtemps ». La phrase est terrible de justesse. Il y a une différence fondamentale entre la durée chronologique, la quantité de temps, et la qualité de ce temps, la densité de vie qu'on y met. On peut exister 80 ans et n'avoir jamais vraiment vécu. Pour conclure, on pourrait dire que le temps, c'est cette double réalité. D'un côté, un fait brut, une contrainte absolue, cette fameuse flèche qui avance, irréversible, on ne peut rien y changer. Mais d'un autre côté, il y a la signification de ce temps, le sens qu'on lui donne, la manière dont on choisit de remplir chaque instant qui nous est donné. Et ça ne dépend que de nous. Alors le temps est peut-être irréversible, oui, mais son sens, lui, reste à construire. C'est peut-être ça, notre seule, mais immense liberté.